Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Le plan de sauvegarde d'Altis France, maison mère de l'opérateur SFR, qui comprend un accord de restructuration de la dette du groupe, a été approuvé hier par la justice. Vous avez été PDG de France Télécom au début des années 2000. Thierry Breton, vous connaissez bien ce secteur. Est-ce qu'on se dirige inévitablement vers une vente à la découpe d'SFR? Encore là, personne ne le sait. En tout cas, je crois que ce plan était attendu. C'est une réduction de la dette de 25 ou 24 milliards à 15 milliards. Donc voilà, les créanciers qui vont reprendre 45% du capital. Donc voilà, c'est une restructuration. Je crois que tout le monde s'attendait effectivement à ce qu'elle ait lieu parce que la dette devenait insupportable. Il y a quand même 8000 salariés. C'est en gros avec les clients fixes et mobiles, c'est 25 millions. C'est plus le second opérateur, ça l'a été longtemps. Hein, maintenant, c'est plus le cas. Mais enfin, c'est un opérateur très important en France, évidemment. Donc, c'est un sujet, évidemment, dont je suis certain que les pouvoirs publics ne vont pas se désintéresser. Mais les syndicats se disent qu'on a habillé la mariée hier, justement, pour pouvoir vendre SFR. C'est leur crainte. Eh bien, écoutez, on verra ce que choisira le patron de SFR. J'ai pas plus d'informations à ce stade. Mais est-ce que vous pensez que, par exemple, cet opérateur pourrait carrément disparaître Alors ça, c'est la question. C'est effectivement la question qu'il faut avoir en tête, parce que vous savez que pendant longtemps, donc on a voulu vraiment avoir la concurrence à tout prix, la concurrence par les prix, la concurrence pour le consommateur, c'était bien. Et moi-même, j'ai plaidé du reste lorsque j'étais à la commission pour revoir un peu tout ça, parce que je pense qu'on est allé vraiment au bout de cette limite et faire en sorte que désormais on puisse consolider le nombre d'opérateurs, parce que c'est très important d'avoir maintenant des opérateurs qui puissent investir dans les infrastructures. Il y a beaucoup d'investissements à mener au niveau français, bien entendu, mais au niveau européen, si on veut vraiment pouvoir rentrer dans ce monde nouveau. Hein. On parle de tous les jours d'intelligence artificielle, mais il y a énormément d'applications qui sont absolument critiques. Il faut des infrastructures maintenant qui vont permettre de les supporter. Donc oui, la question qu'on peut avoir en tête, c'est est-ce que finalement la Commission européenne va accepter de passer de 4 à 3 opérateurs, le 4 à 3. Voilà, ça va être la question. J'ai l'impression que les doctrines, évidemment, évoluent. Je trouve que ça va dans le bon sens, on verra bien. Encore une fois, ça va dépendre évidemment de qui est intéressé. Si jamais, effectivement, SFR devait être racheté... Ce serait forcément néfaste pour les clients ? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Les clients, ils veulent du service, ils veulent de la qualité de service, ils veulent de plus en plus d'applications. Et pour ça, il faut avoir des infrastructures. Et qui paye les infrastructures? Les opérateurs. On sait qu'il y avait cette discussion aussi entre les très grands utilisateurs, qu'on appelle les hyperscalers, et les opérateurs d'infrastructures. Donc voilà, cette question va se reposer. Encore une fois, je n'ai évidemment à ce stade, comme personne, aucune information. Je ne sais même pas si du reste les intéressés les ont aujourd'hui, en fonction des propositions qui pourraient peut-être se manifester, je ne sais pas, à l'occasion de cette annonce, mais ce qui est important, c'est effectivement de repenser, me semble-t-il, la façon dont la concurrence a été organisée sur le secteur des télécoms au niveau européen depuis des années. Il faut vraiment que maintenant, on se donne les moyens d'agir ensemble. J'avais du reste porté, lorsque j'étais commissaire européen, un projet de nouvel acte qu'on avait appelé le Digital Network Act, et j'espère que mes successeurs le porteront aussi, parce qu'il me semble être vital pour précisément notre autonomie, notre souveraineté et la compétitivité de l'Europe tout entière. Alors Thierry Breton, on va rester au niveau européen. Justement, l'Union européenne a signé la semaine dernière un accord avec les États-Unis, avec des droits de douane de 15% de l'Europe vers les États-Unis. Je vous propose tout d'abord d'écouter la joie d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, juste après la poignée de main qu'elle avait eue avec Donald Trump. Nous avons conclu un accord commercial entre les deux plus grandes économies mondiales. Et c'est un accord important, un accord majeur. Il apportera de la stabilité, il apportera de la prévisibilité, ce qui est très important pour nos activités des deux côtés de l'Atlantique. Alors Thierry Breton, vous avez eu des mots récemment très durs vis-à-vis de cet accord, un accord qui, vous avez dit, a été imposé par Washington. Est-ce que vous diriez que quelqu'un que vous connaissez bien, donc Ursula von der Leyen, qu'on vient d'entendre, la présidente de la Commission européenne, est-ce que vous diriez qu'elle s'est montrée faible vis-à-vis de Donald Trump ? Dire que l'accord a été imposé par Washington ne me semble pas être ce que l'on pourrait qualifier de mot très dur. C'est une réalité, mais pas que pour nous. C'est pour le monde entier. Pour le monde entier, on est maintenant rentré dans une phase où le président des États-Unis impose, parce qu'il n'y a pas d'autre mot.
à l'ensemble des pays de la planète des droits de douane pour leur donner la possibilité de commercer avec les États-Unis d'Amérique dans le seul intérêt des États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est un état de fait. On peut le critiquer, on peut s'en plaindre, c'est un état de fait. Mais l'Union européenne n'avait pas les moyens. Alors c'est la bonne question parce qu'effectivement nous sommes le premier partenaire commercial de l'Union européenne. De très loin, des États-Unis, de très loin. On est donc vraiment à égal, à parité avec les États-Unis. Donc on aurait pu s'attendre effectivement à ce que ce poids pèse. Du reste, dès le 24 février, la Commission, dont je rappelle pour nos auditeurs qu'elle est chargée exclusivement des négociations de tout ce qui concerne le commerce extérieur, parce qu'évidemment on pèse plus lourd à 27 que individuellement. La Commission avait, lors de la première phase de ces discussions, négociations, appelons-les comme on le veut, avait proposé qu'il y ait un 0 pour 0, c'est-à-dire une exemption de droits de douane entre les États-Unis et l'Europe. Et il me semble que c'était la bonne solution, c'était la bonne démarche, c'était le bon objectif. Bon, on n'en est plus là. Désormais, on a 15%, nous n'obtient rien en échange. Oui, c'est donc effectivement un accord qui est déséquilibré, mais enfin, alors, on dit qu'il va nous donner de la stabilité. Thierry Breton, Viktor Orban en Pologne avait dit Donald Trump a mangé Ursula von der Leyen à son petit déjeuner. Vous l'avez, bien connu, Ursula von der Leyen. Vous aviez assisté à sa première rencontre d'ailleurs entre le président américain et donc Ursula von der Leyen en 2020 à Davos. Il avait été assez menaçant à ce moment-là. Est-ce qu'elle est taillée pour affronter Donald Trump? Bon, alors Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, évidemment, on connaît ses relations avec la présidente de la Commission, donc faut le prendre pour ce que c'est. Ouais. Mais oui, le président des États-Unis, je crois que c'est clair pour tout le monde, non seulement n'aime pas l'Union européenne telle qu'elle est constituée, parce qu'évidemment on est une fois et demie plus gros que les États-Unis, hein, on a 450 millions de consommateurs et de concitoyens européens. Les États-Unis c'est 330, donc il n'aime pas ça. Il n'aime pas non plus parce qu'on pèse plus lorsque nous sommes unis. Donc voilà, donc il avait manifesté effectivement lors de ce fameux entretien dont vous rappelez à l'instant ce qu'il était, c'était le 20 janvier 2020 à Davos, où effectivement il avait déjà demandé à ce que l'Union européenne arrête d'acheter du gaz russe. On était avant la guerre en Ukraine, voulue par Vladimir Poutine. Il avait effectivement aussi demandé à ce que les Européens augmentent très sensiblement leur participation à l'OTAN. Donc il a toujours ces idées, il les avait toujours en lui. Mais ce qui est important, c'est que pour revenir sur les droits de douane, c'est que donc on rentre maintenant dans une phase. Allons-nous avoir de la stabilité? Il y a beaucoup d'éléments qui ont été mis sur la table en face pour n'avoir, vous voyez, je mets des guillemets pour nos auditeurs, que 15%. C'est qu'on est passé de 15 à 20, puis à 30, puis on est revenu à 15. On ne sait pas trop pourquoi, du reste, c'est pas 17 ou 14, mais on voit bien qu'on est dans une logique qui n'est que politique. Et pour obtenir ces fameux 15%, eh bien, nous avons dû faire des concessions, acheter 750 milliards de dollars d'hydrocarbures aux États-Unis en 3 ans. On ne sait pas comment on va le faire, parce qu'on en achète que 65 milliards par an. Donc passer de 65 milliards à 250 milliards, on ne sait pas comment on va le faire pour les 3 prochaines années. Investir 600 milliards sur les 3 ans qui viennent, c'est-à-dire 200 milliards de dollars de plus par an aux États-Unis, on ne sait pas trop comment on va le faire. On en investit déjà 100 milliards, ça fait 300 milliards. Donc ça, c'est des conditions qui, semble-t-il, ont été mises en face. Donc maintenant, il va falloir les négocier. Alors ce qui est important, c'est que vous savez qu'il y a eu des discussions, évidemment. On a des contreparties parce que la loi que nous avons voulue, la loi qui est la loi du commerce international, régi donc par l'OMC, qui nous implique tous, hein, que nous avons signé, impose que lorsqu'un pays est agressé, et nous l'avons été sur les droits de douane, il doit réagir en volume, donc pour avoir des mesures de rétorsion. Ces mesures de rétorsion sont prêtes. C'est un ensemble sur deux paquets différents d'un peu moins de 100 milliards d'euros, 96 pour être précis. Donc, ils devaient de nouveau rentrer en application, et Ursula von der Leyen va ce matin décider de les repousser à nouveau pour une durée de 6 mois. 6 mois, donc pour une durée de 6 mois, ce qui veut dire que pendant 6 mois, donc il n'y aura pas ces mesures de rétorsion, elles seront toujours sur la table, elles ne seront pas appliquées, donc c'est, je dirais, l'espace de temps de nouveau de négociation qu'elle offre donc à la partie américaine. Pour continuer à négocier. Finaliser. Donc on voit bien qu'il faut qu'on continue, si jamais ceci est annoncé ce matin, et ça va l'être tout à l'heure, ceci donc veut dire que, effectivement, on re-rentre dans une phase de négociation, car cet accord, enfin, on appelle ça accord, encore une fois, c'est une injonction que nous
nous recevons. Donc, n'est pas finalisé sur les contreparties dont nous parlions à l'instant. Et il va falloir aussi voir si il peut y avoir des exonérations. On sait que les États-Unis ont besoin de nos pièces détachées d'aviation, donc ils ont exonéré les droits de douane sur les pièces d'aviation. On sait que les États-Unis ont besoin de nos capacités à fabriquer des usines de semi-conducteurs, donc ils ont exonéré les robots qui fabriquent les semi-conducteurs. Donc voilà, il ne faut pas croire non plus que les exonérations sont faites pour nous faire des cadeaux. C'est toujours dans les deux sens parce qu'il y a un intérêt. Alors il y en a, par contre, il y a un secteur qui est important, c'est celui des vins et des spiritueux. Donc on va voir là s'il y a des exonérations. Enfin voilà. Donc tout ça doit être négocié. La Fédération des exportateurs de vin s'attend justement à peu ou prou 25% de perte de volume. Oui. C'est ce qu'ils annoncent ce matin chez nos confrères de France Inter. C'est pour ça que ce sujet qui est important pour les filières viticoles, dont on sait que c'est extrêmement important pour nous en France, mais aussi pour nos amis italiens, il va falloir le discuter. Alors ceci étant dit, la Commission avait l'obligation d'indiquer ce qu'elle allait faire de ces fameux paquets de négociations, parce qu'encore une fois, c'est elle qui est dépositaire de cette capacité de négociation. Elle les avait figés, il fallait qu'elle redonne encore de la perspective. Elle le redonne ce matin en annonçant donc 6 mois de plus pour négocier cet accord final qui n'est pas encore finalisé. Ce report de 6 mois que vous nous annoncez, Thierry Breton, ce matin, est-ce que vous pensez que ça va c'est une bonne chose parce que ça va permettre justement de négocier, de se donner un peu plus de temps, ou est-ce que, j'ai envie de dire, c'est une nouvelle preuve de faiblesse de la part de l'Union européenne? D'abord, c'est une obligation légale. Il fallait absolument que la Commission dise ce qu'elle allait faire, encore une fois, de ces deux paquets. Je rappelle ces deux paquets, un de 24 milliards et l'autre de 72, donc qui avaient été négociés. Donc maintenant, c'est chose faite. Ils sont agrégés dans un seul et même paquet, et donc on a donc maintenant repoussé. Ces mesures sont des mesures qui sont des mesures de rétorsion. Si jamais on les met sur la table, il faut évidemment donner le sentiment qu'on sera prêt à les utiliser si c'est nécessaire. C'est ce que font les Chinois en particulier. La stratégie qui a été poussée par la Commission, et encore une fois, c'était sa stratégie, c'était plutôt de dire on veut pas l'escalade. Bon, bonne stratégie selon vous? On verra bien. On va voir. Encore une fois, vous voyez bien qu'on n'a pas encore l'accord final, puisqu'il faut visiblement 6 mois de nouveau pour finaliser le détail. Ça veut dire qu'il faudra donc se prononcer lorsqu'on y verra un peu plus clair. 6 mois de plus donc avant de peut-être imposer ces mesures de rétorsion. C'est ce que vous nous dites, Thierry Breton, ce matin. Annonce que doit faire Ursula von der Leyen aujourd'hui. On vous retrouve dans quelques instants. On évoquera le conflit en Ukraine avec vous, Thierry Breton. Ce sera juste après le fil info à 8h45 avec Héloïse Roger. De la nourriture, des aliments pour bébés, des produits d'hygiène. Israël réautorise ce matin l'entrée partielle de manière très contrôlée des marchandises privées dans la bande de Gaza. En proie au blocus israélien depuis 5 mois et menacé de famine avec la guerre qui dure depuis près de 2 ans. La question des otages dans l'enclave palestinienne est au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui à la demande de l'État hébreu. L'heure de vérité pour un traité mondial ambitieux à Genève aujourd'hui. 180 pays se réunissent pendant 10 jours pour tenter de mettre sur pied le premier traité mondial de lutte contre la pollution plastique. À Marseille, un collectif d'habitants s'est constitué et des dizaines de plaintes contre X ont été déposées après l'incendie qui a ravagé 750 hectares le mois dernier. Le Premier ministre se lance sur YouTube. François Bayrou crée un podcast et une série de vidéos sur la plateforme nommée FB Direct pour expliquer le projet de budget 2026. France Info. Le 8-30 France Info, François Baudonnet, Benjamin Fontaine. Avec Thierry Breton, ancien commissaire européen au marché intérieur. Alors Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, est attendu en Russie demain ou après-demain, on ne sait pas exactement quel jour ce sera. Est-ce qu'il faut voir, selon vous, Thierry Breton, dans ce déplacement, une source d'espoir pour une issue du conflit, issue du conflit qui ne serait pas une capitulation de l'Ukraine? Vous savez, ça s'inscrit dans le fameux ultimatum que le président des États-Unis, Donald Trump, avait donné à Vladimir Poutine. On s'en souvient, 50 jours donc pour un cessez-le-feu. On n'avait pas très bien compris, du reste, pourquoi 50 jours et pourquoi pas 40. Mais, ça a été réduit? Alors ça a été réduit à 10 jours, parce que je crois que le président Trump commence à voir effectivement avec qui on discute. Alors nous on le sait,
parce que lui le découvre visiblement. En tout cas, nous on le sait parce que on le vit, j'allais dire quasiment quotidiennement, donc en Europe, avec les attaques hybrides, avec tout ce qui se passe, et on connaît les actions de la Russie, évidemment en Ukraine, bien entendu, mais pas que. Donc il le découvre effectivement. Il s'en est, oui, je sais pas s'il le découvre, mais en tout cas, il a vu que il perd patience. C'était très difficile de discuter avec lui, et que pendant ce temps-là, il y a malheureusement, c'est tragique, des morts tous les jours, qu'ils soient militaires évidemment, mais aussi civils. Donc voilà. Et pour en revenir à la question de François, cet ultimatum, il arrive à terme vendredi. Il y a cette rencontre mercredi ou jeudi. Est-ce que c'est une source d'espoir ou pas selon vous? Écoutez, on va voir. Ce serait une première si jamais Vladimir Poutine répondait ou se couchait, j'allais dire, devant les ultimatums. Donc je crois que les observateurs sont dubitatifs, et moi avec, à raison. Donc je pense qu'il serait sans doute illusoire d'attendre quelque chose d'important de la part de Vladimir Poutine, mais on verra bien. Ce qu'il faut plutôt regarder peut-être, c'est les conséquences. Alors les conséquences, il y en a de plusieurs ordres. D'abord, certaines ont été déjà annoncées. C'est le fait de sanctionner la Russie. Bon, on en est déjà au 18e paquet de sanctions, donc il y en aura sans doute un 19e, très bien. La Russie. Alors je sais que certains disent ils sont pas efficaces, ils sont efficaces. Ils jouent un rôle très important. L'économie russe n'est pas aussi flamboyante que je peux le lire ici ou là. L'économie russe est désormais une économie essentiellement de guerre. Elle se finance sa guerre essentiellement par la vente de ses hydrocarbures. Et donc c'est en taxant précisément les pays qui vont acheter à la Russie ces hydrocarbures pour les raffiner. On pense évidemment, bien entendu, et à l'Inde et aussi à la Chine, que ça peut faire effectivement, ça peut avoir de l'effet, faire mal, si je puis dire, à l'économie russe. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est donc plutôt et il faut continuer ça. Ça, c'est clair, oui, c'est clair, parce qu'il faut évidemment tarir les ressources qui permettent à Vladimir Poutine de continuer donc cette guerre d'agression qui est tout à fait inepte, illégale et tragique pour les Ukrainiens, bien sûr, pour nous aussi en Europe, du reste. Est-ce que Donald Trump, parce qu'en fait c'est ça la menace de Donald Trump, c'est de dire si vous n'arrêtez pas la guerre, on va vous mettre des sanctions, et justement des sanctions sur les pays qui commercent secondaires, dites secondaires. Voilà, les pays des secondaires. Voilà. Mais est-ce que c'est du bluff, ou est-ce qu'il peut le faire vraiment? Je crois que là, il a démontré qu'en matière de droits de douane, rien ne l'arrête. Donc, je pense que c'est parfaitement légitime. Alors, il y a deux pays qui sont principaux. Il y a d'abord l'Inde. Alors, l'Inde a déjà hérité de 25% de droits de douane, mais il a indiqué que précisément, il pourrait y avoir, donc 100%, 200, 500, enfin, tous les chiffres circulent. Donc, en tout cas, des sanctions beaucoup plus importantes si jamais l'Inde continue donc à raffiner. L'Inde est devenue pratiquement le premier pays exportateur de pétrole, enfin en tout cas dans la région. C'est curieux parce qu'il n'y a pas de pétrole, donc on voit bien que l'achète, raffine et puis le revend ensuite. Donc c'est clair que l'Inde est l'un des acheteurs importants, et donc quelque part indirectement donc finance par ses achats donc l'effort de guerre russe. La Chine, c'est différent. La Chine achète aussi beaucoup d'hydrocarbures. Alors maintenant, est-ce que Donald Trump va vouloir rouvrir un front supplémentaire avec la Chine? On va voir. Donc je crois qu'on peut s'attendre effectivement à avoir des sanctions secondaires assez importantes sur l'Inde, peut-être sur la Chine. Ce à quoi il faut s'attendre également, mais là encore, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, ça a été annoncé déjà donc par les services de la Commission, donc sur le délai de négociation. Je pense qu'il faut s'attendre là encore, ça a été aussi quelque chose qui a été annoncé, qui est dans les tuyaux. C'est sans doute avoir un alignement peut-être entre la position européenne et la position américaine sur les sanctions dites secondaires. Et je pense que ça va être un moyen de réaligner un peu, je dirais, la politique européenne et la politique américaine sur la position vis-à-vis de l'Ukraine. Donc on peut s'attendre effectivement à ce que non seulement il y ait des sanctions américaines, mais qu'elles soient peut-être coordonnées avec des sanctions complémentaires européennes sur ces fameux pays secondaires. Et est-ce que, selon vous, le risque de désengagement américain du conflit est écarté aujourd'hui? Écoutez, maintenant, en tout cas, désengagement, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'il faut que ce que nous savons, c'est qu'il faut, en tout cas pendant un certain temps, évidemment, tant que l'Europe n'a pas augmenté très sensiblement sa capacité de production de matériel de défense, il faut avoir des matériels, des munitions, des équipements qui viennent des États-Unis pour répondre aux besoins de l'Ukraine.
Alors, il y a eu des tas de discussions. Finalement, ça y est, le président des États-Unis a accepté, donc finalement, qu'on puisse continuer à fournir ces équipements, en tout cas que les États-Unis puissent les fournir, mais par le biais de l'OTAN, on le sait, et en disant, mais c'est pas moi qui vais payer, c'est les Européens qui vont payer. En tout cas, donc ces matériels militaires nécessaires à la défense de l'Ukraine, et qui a besoin effectivement encore pendant un certain temps, donc de ce canal américain. Finalement, il n'est pas tari, et c'est sans doute effectivement important pour donner les moyens à l'Ukraine de se battre. Donc ça, c'était quand même un tournant. Et on le voit bien. Vous voyez, que de temps perdu, finalement, j'allais dire. Ça fait quand même 6 mois que le président des États-Unis est en place. Il nous avait dit qu'en 24 heures, il pourrait résoudre le conflit. Entre-temps, il y a quand même entre 1000 et 1500 victimes par jour, je dis bien par jour, sur le front, sur le Donbass. Donc, vous multipliez ça par 6 mois. Lui, qui a juste titre, dit qu'il ne supporte pas de voir des victimes sur la planète. S'il avait bougé un petit peu plus tôt, on parle d'un montant de 200 000 victimes. Vous voyez, donc je crois qu'il faut vraiment aller vite. Il faut effectivement que chacun comprenne ce qui se passe sur notre continent. Et on attend donc demain ou après-demain la visite de l'émissaire de Donald Trump à Moscou. Merci beaucoup Thierry Breton, ancien commissaire européen au marché intérieur, d'avoir été avec nous sur France Info. Merci François.